L'île du docteur Moreau de Herbert George Wells. Chapitre 1er. Une ménagerie à bord. Je demeurai affalé sur l'un des bancs de rameurs du petit canot pendant je ne sais combien de temps, songeant que, si j'en avais seulement la force, je boirais de l'eau de mer pour devenir fou et mourir plus vite. Tandis que j'étais ainsi étendu, je vis, sans y attacher plus d'intérêt qu'à une image quelconque, une voile venir vers moi du bord de la ligne d'horizon. Mon esprit devait sans doute battre la campagne, et cependant je me rappelle fort distinctement tout ce qui arriva. Je me souvins du balancement infernal des flots qui me donnait le vertige et de la danse continuelle de la voile à l'horizon. J'avais aussi la conviction absolue d'être déjà mort, et je pensais, avec une amère ironie, à l'inutilité de ce secours qui arrivait trop tard, et de si peu, pour me trouver encore vivant. Pendant un espace de temps qui me parut interminable, je restai sur ce banc, la tête contre le bordage, à regarder s'approcher la goélette, secouée et balancée. C'était un petit bâtiment, gréé de voile latine, qui courait de larges bordées, car il allait en plein contre le vent. Il ne me vint pas un instant l'idée d'essayer d'attirer son attention, et depuis le moment où j'aperçus distinctement son flanc et celui où je me retrouvai dans une cabine d'arrière, je n'ai que des souvenirs confus. Je garde encore une vague impression d'avoir été soulevé jusqu'au passe-avant, d'avoir vu une grosse figure rubiconde, pleine de taches de rousseur, et entourée d'une chevelure et d'une barbe rouge, qui me regardait du haut de la passerelle. D'avoir vu aussi une autre face très brune, avec des yeux extraordinaires, tout près des miens. Mais jusqu'à ce que je les eusse revus, je crus à un cauchemar. Il me semble qu'on dut verser peu après quelque liquide entre mes dents serrées, et ce fut tout. Je restai sans connaissance pendant fort longtemps. La cabine dans laquelle je me réveillai enfin était très étroite et plutôt malpropre. Un homme assez jeune, les cheveux blonds, la moustache jaune hérissée, la lèvre inférieure tombante, était assis auprès de moi et tenait mon poignet. Un instant, nous nous regardâmes sans parler. Ses yeux étaient gris, humides et sans expression. Alors, juste au-dessus de ma tête, j'entendis un bruit, comme celui d'une couchette de fer qu'on remue, et le grognement sourd et irrité de quelque grand animal. En même temps, l'homme parla. Il répéta sa question. « Comment vous sentez-vous maintenant » Je crois que je répondis me sentir bien. Je ne pouvais comprendre comment j'étais venu là. Et l'homme dut lire dans mes yeux la question que je ne parvenais pas à articuler. « On vous a trouvé dans une barque, mourant de faim. Le bateau s'appelait la Dame Altière, et il y avait des taches bizarres sur le plat-bord. » À ce moment, mes regards se portèrent sur mes mains. Elles étaient si amaigries qu'elles ressemblaient à des sacs de peau sale, pleines d'os. À cette vue, tous mes souvenirs me revinrent. « Prenez un peu de ceci, dit-il, et il m'administra une dose d'une espèce de drogue rouge et glacée. Vous avez de la chance d'avoir été recueilli par un navire qui avait un médecin à bord. Il s'exprimait avec un défaut d'articulation, une sorte de zézément. « Quel est ce navire » proférai-je lentement, et d'une voix que mon long silence avait rendue rauque. « C'est un petit caboteur d'haricas et de callao. Il s'appelle la Chance Rouge. Je n'ai pas demandé de quel pays il vient, sans doute du pays des fous. Je ne suis moi-même qu'un passager, embarqué à Arica. » Le bruit recommença au-dessus de ma tête, mélange de grognements hargneux et d'intonations humaines. Puis une voix intima à un triple idiot l'ordre de se taire. « Vous étiez presque mort, » reprit mon interlocuteur. « Vous l'avez échappé belle. Mais maintenant, je vous ai remis un peu de sang dans les veines. Sentez-vous une douleur au bras ? Ce sont des injections. Vous êtes resté sans connaissance pendant près de 30 heures. » Je réfléchissais lentement. Tout à coup, je fus tiré de ma rêverie par les aboiements d'une meute de chiens. « Puis-je prendre un peu de nourriture solide ?» demandai-je. « Grâce à moi, » répondit-il, « on vous fait cuire du mouton. »« C'est cela, » affirmai-je avec assurance, « je mangerai bien un peu de mouton. »« Mais, » continua-t-il avec une courte hésitation, « je meurs d'envie de savoir comment il se fait
que vous vous soyez trouvé seul dans cette barque ?» Je crus voir dans ses yeux une certaine expression soupçonneuse. « Oh diable, ces hurlements !» Et il sortit précipitamment de la cabine. Je l'entendis disputer violemment avec quelqu'un qui me partit lui répondre en un baragouin inintelligible. Le débat sembla se terminer par des coups, mais en cela, je crus que mes oreilles se trompaient. Puis le médecin se mit à crier après les chiens et s'en revint vers la cabine. « Eh bien, dit-il, dès le seuil, vous commenciez à me raconter votre histoire. » Je lui appris d'abord que je m'appelais Édouard Prentic et que je m'occupais beaucoup d'histoire naturelle pour échapper à l'ennui des loisirs que me laissait ma fortune relative et ma position indépendante. Ceci sembla l'intéresser. « Moi aussi, j'ai fait des sciences, avoua-t-il. J'ai fait des études de biologie à l'University College de Londres, extirpant l'ovaire des lombrics et les organes des escargots. Et oui, il y a 10 ans de cela. Mais continuez, continuez. Dites-moi pourquoi vous étiez dans ce bateau. » Je lui racontai le naufrage de la dame Altière, la façon dont je pus m'échapper dans la Yole avec Constant et Elinard, la dispute au sujet du partage des rations, et comment mes 2 compagnons tombèrent par-dessus bord en se battant. La franchise avec laquelle je lui dis mon histoire parut le satisfaire. Je me sentais horriblement faible, et j'avais parlé en phrases courtes et concises. Quand j'eus fini, il se remit à causer d'histoire naturelle et de ses études biologiques. Selon toute probabilité, il avait dû être un très ordinaire étudiant en médecine, et il en vint bientôt à parler de Londres et des plaisirs qu'on y trouve. Il me conta même quelques anecdotes. J'ai laissé tout cela il y a 10 ans. On était jeunes alors, et on s'amusait. Mais j'ai trop fait la bête. À 21 ans, j'avais tout mangé. Je peux dire que c'est bien différent maintenant. Mais il faut que j'aille voir ce que cet imbécile de cuisinier fait de votre mouton. » Le grognement au-dessus de ma tête reprit d'une façon si soudaine et avec une si sauvage colère que je tressaillis. « Qu'est-ce qu'il y a donc » criai-je, mais la porte était fermée. Il revint bientôt avec le mouton bouilli, et l'odeur appétissante me fit oublier de le questionner sur les cris de bêtes que j'avais entendus. Après une journée de repas et de sommes alternés, je repris un peu des forces perdues pendant ces 8 jours d'inanition et de fièvre, et je pus aller de ma couchette jusqu'au hublot et voir les flots verts lutter de vitesse avec nous. Je jugeai que la goélette courait sous le vent. Montgomery, c'était le nom du médecin blond, entra comme j'étais là, debout, et je lui demandai mes vêtements. Ceux avec lesquels j'avais échappé au naufrage, me dit-il, avaient été jetés par-dessus bord. Il me prêta un costume de coutil qui lui appartenait, mais, comme il avait les membres très longs et une certaine corpulence, son vêtement était un peu trop grand pour moi. Il se mit à parler de choses et d'autres, et m'apprit que le capitaine était aux 3/4 ivre dans sa cabine. En m'habillant, je lui posai quelques questions sur la destination du navire. Il répondit que le navire allait à Hawaï, mais qu'il devait débarquer avant cela. « Où ?» demandai-je. « Dans une île, où j'habite. Autant que je le sais, elle n'a pas de nom. » Il me regarda, la lèvre supérieure pendante, et avec un air tout à coup si stupide que je me figurai que ma question le gênait. « Je suis prêt, fis-je, et il sortit le premier de la cabine. Au capot de l'échelle, un homme nous barrait le passage. Il était debout, sur les dernières marches, passant la tête par l'écoutille. C'était un être difforme, court, épais et gauche, le dos arrondi, le cou poilu et la tête enfoncée entre les épaules. Il était vêtu d'un costume de serge bleu foncé. J'entendis les chiens grogner furieusement, et aussitôt l'homme descendit à reculons. Je le repoussai pour éviter d'être bousculé, et il se retourna avec une vivacité toute animale. Sa face noire, que j'apercevais aussi soudainement, me fit tressaillir. Elle se projetait en avant d'une façon qui faisait penser à un museau, et son immense bouche à demi ouverte montrait 2 rangées de dents blanches, plus grandes que je n'en avais jamais vues dans aucune bouche humaine. Ses yeux étaient injectés de sang,
avec un cercle de blanc extrêmement réduit autour des pupilles fauves. Il y avait sur toute cette figure une bizarre expression d'inquiétude et de surexcitation. « Que le diable l'emporte, il est toujours dans le chemin, » dit Montgomery. L'homme s'écarta sans un mot. Je montai jusqu'au capot, suivant des yeux, malgré moi, l'étrange face. Montgomery resta en bas un instant. « Tu n'as rien à faire ici. Ta place est à l'avant, » dit-il d'un ton autoritaire. Ils ne veulent pas de moi à l'avant, » balbutia l'homme à la face noire, en tremblant. Il parlait lentement, avec quelque chose de rauque dans la voix. « Ils ne veulent pas de toi à l'avant, mais je te commande d'y aller, moi, » cria Montgomery sur un ton menaçant. Il était sur le point d'ajouter quelque chose lorsque, m'apercevant, il me suivit sur l'échelle. Je m'étais arrêté, le corps à demi passé par l'écoutille, contemplant et observant encore avec une surprise extrême la grotesque laideur de cet être. Je n'avais jamais vu de figure aussi extraordinairement répulsive, et cependant, si cette contradiction est admissible, je subis en même temps l'impression bizarre que j'avais déjà dû remarquer, je ne sais où, les mêmes traits et les mêmes gestes qui m'interloquaient maintenant. Plus tard, il me revint à l'esprit que je l'avais probablement vu, tandis qu'on me hissait à bord, et cela, néanmoins, ne parvint pas à satisfaire le soupçon que je conservais d'une rencontre antérieure. Mais qui donc, ayant une fois aperçu une face aussi singulière, pourrait oublier dans quelles circonstances ce fut ? Le mouvement que fit Montgomery pour me suivre détourna mon attention, et mes yeux se portèrent sur le pont de la petite goélette. Les bruits que j'avais entendus déjà m'avaient demi-préparé à ce qui s'offrait à mes regards. Certainement, je n'avais jamais vu de pont aussi mal tenu. Il était entièrement jonché d'ordures et d'immondices indescriptibles. Une meute hurlante de chiens courants était liée au grand mât, avec des chaînes, et ils se mirent à aboyer et à bondir vers moi. Près du mât de misaine, un grand puma était allongé au fond d'une cage de fer beaucoup trop petite pour qu'il pût y tourner à l'aise. Plus loin, contre le bastingage, de tribord, d'immenses caisses grillagées contenaient une quantité de lapins, et à l'avant, un lama solitaire était resserré entre les parois d'une cage étroite. Les chiens étaient muselés avec des lanières de cuir. Le seul être humain qui fût sur le pont était un marin maigre et silencieux, tenant la barre. Les brigantines, sales et rapiécées, s'enflaient sous le vent et le petit bâtiment semblait porter toutes ses voiles. Le ciel était clair, le soleil descendait vers l'ouest. De longues vagues que le vent coiffait d'écume luttaient de vitesse avec le navire. Passant près de l'homme de barre, nous allâmes à l'arrière et, appuyés sur la lisse de couronnement, nous regardâmes, côte à côte, pendant un instant, l'eau écumer contre la coque de la goélette, et les bulles énormes danser et disparaître dans son sillage. Je me retournai vers le pont encombré d'animaux et d'ordures. « C'est une ménagerie océanique, dis-je. »« On le croirait, » répondit Montgomery. « Qu'est-ce qu'on veut faire de ces bêtes ? Est-ce une cargaison ? Le capitaine pense-t-il pouvoir les vendre au naturel du Pacifique ? On le dirait, n'est-ce pas ? Fit encore Montgomery, et il se retourna vers le sillage. Tout à coup, nous entendîmes un jappement, suivi de jurons furieux qui venaient de l'écoutille, et l'homme difforme, à la face noire, sortit précipitamment sur le pont. À sa vue, les chiens, qui s'étaient tus, las d'aboyer après moi, semblèrent pris de fureur, se mirent à hurler et à gronder en secouant violemment leurs chaînes. Le noir eut un instant d'hésitation devant eux, et cela permit à l'homme aux cheveux rouges qui le poursuivait de lui asséner un terrible coup de poing entre les épaules. Le pauvre diable tomba comme un bœuf assommé et alla rouler sur les ordures parmi les chiens furieux. Il était heureux pour lui qu'ils furent muselés. L'homme aux cheveux rouges, qui était vêtu d'un costume de serge malpropre, poussa alors un rugissement de joie et resta là, titubant et en grand danger, me sembla-t-il, de tomber en arrière dans l'écoutille ou de choir en avant sur sa victime. Au moment où le second homme avait paru, Montgomery avait violemment tressailli,
Hé, là-bas cria-t-il d'un ton sec. 2 matelots parurent sur le gaillard d'avant. Le noir, qui poussait des hurlements bizarres, se convulsait entre les pattes des chiens, sans que nul vînt à son secours. Les bêtes furieuses faisaient tous leurs efforts pour pouvoir le mordre entre les courroies des muselières. Leurs corps gris et souples se mêlaient en une lutte confuse par-dessus le noir qui se roulait en tous sens. Les 2 matelots regardaient la scène comme si cela eût été un divertissement sans pareil. Montgomery laissa échapper une exclamation de colère et s'avança vers la meute. À ce moment, le noir s'était relevé et gagnait l'avant en chancelant. Il se cramponna au bastingage, près des haubans de misaine, regardait les chiens par-dessus son épaule. L'homme aux cheveux rouges riait d'un gros rire satisfait. « Dites donc, capitaine, ces manières-là ne me vont pas, » dit Montgomery en secouant l'homme roux par le bras. J'étais derrière le médecin. Le capitaine se tourna et regarda son interlocuteur avec les yeux mornes et solennels d'un ivrogne. Il essaya de dégager son bras, mais après 2 essais inutiles, il enfonça dans les poches de sa vareuse ses grosses patrousses. « Cet homme est un passager, » continua Montgomery, « et je vous conseille de ne pas lever la main sur lui. »« Allez au diable !» hurla le capitaine. « Je fais ce que je veux sur mon navire. » Il tourna les talons, voulant gagner le bastingage. Je pensais que Montgomery, le voyant ivre, allait le laisser, mais il devint seulement un peu plus pâle et suivit le capitaine. « Vous entendez bien, capitaine, » insista-t-il, « je ne veux pas qu'on maltraite cet homme. Depuis qu'il est à bord, on a cessé de le brutaliser. » Les fumées d'alcool empêchèrent un instant le capitaine de répondre. « Sale rebouteur !» fut tout ce qu'il crut nécessaire de répliquer enfin. Je vis que Montgomery avait fort mauvais caractère, et que cette querelle devait couver depuis longtemps. « Cet homme est ivre, vous n'obtiendrez rien, » dis-je un peu officieusement. Montgomery fit faire une affreuse contorsion à sa lèvre pendante. « Cet homme est ivre, vous n'obtiendrez rien, » dis-je un peu officieusement. Montgomery fit faire une affreuse contorsion à sa lèvre pendante. « Il est toujours ivre. Pensez-vous que ce soit une excuse pour assommer ses passagers ?»« Mon navire, » commença le capitaine, avec des gestes peu sûrs pour montrer les gages. « Mon navire était un bâtiment propre. Regardez-le maintenant. Il était certainement rien moins que propre. Mon équipage était propre et honorable. Vous avez accepté de prendre ces animaux. Je voudrais bien n'avoir jamais aperçu votre île infernale. Que diable a-t-on besoin de bêtes dans une île comme celle-là? Et puis, votre domestique. J'avais cru que c'était un homme, mais c'est un fou. Il n'a rien à faire à l'arrière. Pensez-vous que tout le maudit bateau vous appartienne ?» Montgomery l'interrompit. « N'importe, vous devez laisser cet homme tranquille. » Il accentuait ses paroles par d'énergiques hochements de tête. Mais le capitaine, maintenant, semblait vouloir continuer la querelle. Il éleva la voix. « S'il revient encore par ici, je lui crève la panse. Oui, je lui crèverai sa maudite panse. Qui êtes-vous, vous, pour me donner des ordres à moi? Je suis le capitaine, et le navire m'appartient. Je suis la loi ici, vous dis-je, la loi et les prophètes. Il a été convenu que je mènerai un homme et son domestique à Arica, et que je les ramènerai avec quelques animaux. Mais je n'avais pas fait marcher de transporter un maudit idiot et un scieur d'os, un sale rebouteur, un... « Assez, hein ?» fis-je en me tournant vivement vers lui, car j'avais vu le danger dans les yeux et dans la pâle figure de Montgomery. Mais je réussis seulement à tirer sur moi l'averse d'injures. J'étais heureux néanmoins d'avoir, au prix même de l'inimitié de l'ivrogne, écarté le péril d'une rixe. Je ne crois pas avoir entendu jamais autant de basses grossièretés couler en un flot continu des lèvres d'un homme, bien que j'aie au cours de mes pérégrinations fréquenté des compagnies pas mal excentriques. Il fut parfois si outrageant qu'il m'était difficile de rester calme. Bien que je sois d'un caractère paisible, mais à coup sûr, en disant au capitaine de se taire, j'avais oublié que je n'étais guère qu'une épave humaine, privée de toute ressource et n'ayant pas payé mon passage, que je dépendais simplement de la générosité ou de l'esprit spéculatif du patron du bâtiment. Il sut me le rappeler avec une remarquable énergie, mais en tous les cas, j'avais évité la rixe.